Bonsoir, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. Moi, je m'appelle Atiassou Thomas, je suis béninois, le directeur général de l'entreprise Melpetal, entreprise spécialisée dans l'identification de la nappe d'eau souterraine du Côte d'Ivoire. Ce qui m'a orienté dans le domaine est compte tenu des échecs. J'ai connu les entrepreneurs de mon domaine au départ, et qui ne font que des forages, majoritairement des forages négatifs. Parlant de la nappe, c'est quoi nous appelons la nappe? La nappe d'eau souterraine. La nappe d'eau souterraine, d'abord, c'est un courant d'eau souterraine. Si nous rentrons dans la structure géologique, c'est-à-dire la structure de la nappe, c'est à quelle forme? À la surface, généralement, les sourciers parlent de la largeur de la nappe. Si nous allons prendre une considération à la surface, c'est-à-dire le trajet de la nappe, et puis sa largeur, c'est-à-dire son champ. Et c'est le champ là qu'on appelle la largeur de la nappe. Mais quand nous plongeons un caméra sécure fermé dans une nappe, on constate que sa forme là, c'est une forme circulaire. Si nous abordons l'aspect de la nappe d'eau souterraine dans sa compréhension profonde, on constate que l'eau qui est en mouvement dans la nappe d'eau souterraine génère un champ magnétique le long de son passage qui évolue, qui fait un mouvement ascendant de la position de la nappe à la surface et qui humidifie le long de son passage les différentes couches de la terre jusqu'à la surface. Donc en réalité, si nous en rentrons dans les détails un peu, on dit dans la journée, la nappe d'eau souterraine joue le rôle de l'équilibrage de la température diurne, c'est-à-dire de la température du soleil, permettant à la racine de toute espèce végétale de survivre, c'est-à-dire dans la journée, par ce mouvement-là, parce que le soleil envoie de la chaleur. Et de par le mouvement de la nappe d'eau et l'évaporation de l'oxygène qui s'en dégage et qui crée le champ et qui humidifie de la surface supérieure de la nappe jusqu'à la surface de la terre, joue un rôle d'équilibrage. Il est impossible d'abord de parler de la végétation verte ou bien de parler de la végétation, généralement les arbres, de parler de l'existence de ces choses-là sans la présence de la nappe d'eau souterraine. C'est vrai, la science a été très loin, mais qui ne nous a pas convaincus aujourd'hui compte des découvertes que nous avons faites, disant que pendant la sécheresse, que la plante se nourrisse et des réserves d'eau qui sont dans son écorce. C'est pas vrai. C'était pas du tout vrai. Si vous rentrez dans les forêts africaines béninois, vous allez constater qu'il y a des plantes décortiquées totalement et complètement à cause de leur vertu, de la vertu de leur écorce, mais qui survivent à la sécheresse. Comment l'eau s'obtient? L'eau est issue d'une succession de la chaleur et de la fraîcheur. Je prends le cas de la boisson sucrerie, genre, qu'on est parti prendre bien frais, et que nous essuyons la bouteille totalement complètement, et que nous déposons. Quelques minutes après, nous constatons des gouttes d'eau qui se forment sur la bouteille. La science a été un peu loin disant que quand on chauffe l'hydrogène, qu'on obtient l'eau. Mais nous disons, ce n'est pas qu'on chauffe l'hydrogène, l'eau est issue de la succession, d'une succession de la fraîcheur et de la chaleur. La plante absorbe l'oxygène qui s'échappe de la nappe d'eau souterraine. Il a été prouvé, j'allais dire, constaté que la plupart des endroits qui ont été envahis par les sachets non biodégradables ne produisent pas, c'est-à-dire ne sont pas rentables. Les scientifiques disent que c'est parce que l'eau qui quitte l'eau de la pluie n'arrive pas à se filtrer dans la terre. C'était pas ça. Parce que ces sachets en réalité perturbent la trajectoire normale de l'oxygène qui s'échappe de la nappe d'eau. Ça déjoue totalement complètement la trajectoire de ce champ de vapeur d'eau qui quitte la nappe
et qui humidifie la terre et qui équilibre la température de la terre convenable à la survie de la racine de l'espèce végétale. Les sachets non biodégradables ne sont pas conseillés. Partout où nous avons des termitières, il y a aussi une possibilité, je ne parle pas des petites termitières, non, des petites termitières d'une certaine taille. On peut déjà envisager là qu'il y a des nappes d'eau. Parce que la science nous a dit que les termites se servent de l'eau et de leur propre eau pour construire leur termitière, c'est archi faux. Vous allez dans ces endroits, vous constatez que les termitières là sont construits sur la périphérie juste du croisement de deux nappes. Et ces endroits, si vous arrivez à dégager la termitière, vous allez commencer déjà, vous allez constater déjà à partir de 22 heures, des endroits qui s'humidifient déjà. La réussite d'un forage d'abord prend en considération plusieurs paramètres. D'abord, l'identification de la nappe d'eau souterraine par la méthode du Saussure. Pourquoi j'insiste un peu sur la méthode du Saussure? Parce que c'est depuis que j'ai commencé, c'est la seule méthode qui arrive à cerner la largeur de la nappe d'eau souterraine. Les appareils importés que nous utilisons au préalable par la géophysique et autres pour pouvoir identifier la nappe, c'est des appareils qui n'arrivent pas dans certains cas, ils arrivent à y réussir ça. Mais pas identifier la nappe, dire sa largeur, voilà le centre d'écoulement de l'eau dans la nappe, rien du genre. Du coup, c'est des appareils qui signalent la présence d'eau. Donc, c'est-à-dire, quand déjà, et il se présente, l'appareil là est déjà planté sur la périphérie de la nappe d'eau, ça peut signaler. Dans toutes les conditions normales de la verticalité, de la droiture de la verticalité, de la masse de foration, s'il respecte bien, on peut tomber dans la nappe d'eau. Mais c'est la moitié du trépan qui va tomber dans l'eau et l'autre va tomber dans le vide. Avec précision dit, ah, voici la largeur de la nappe. C'est le souci qui arrive à faire ça. C'est vrai, aujourd'hui on parle de scannage qui se fait, mais le scannage aussi n'arrive pas à identifier le mouvement de la nappe souterraine. Et tant que l'appareil n'arrivera pas à dire que l'eau là est en mouvement, on ne peut pas s'engager là et dire on va faire un forage parce que ça peut être de l'eau, une stagnation d'eau qui peut se tarir du jour au lendemain. Pour un forage bien fait, c'est-à-dire pour les études bien, qu'on fasse recours à un soucier, qu'on fasse recours à un géophysicien, qu'on fasse aussi recours au scannage. Les trois études-là, couplées. D'abord, le soucier, lui, n'a pas la possibilité de dire la structure géologique du sol. C'est archi faux. Il n'est pas appelé à faire ça. Seulement que, il peut arriver de façon approximative, à savoir le débit d'eau minimal et le débit d'eau maximal. Parce que la quantité d'eau qui traverse une nappe d'eau n'est pas constante. C'est-à-dire la vitesse n'est pas constante. Ça varie selon la saison. Maintenant, tous ces facteurs-là ne déterminent pas aussi la réussite du forage. Il y a d'autres facteurs plus importants. Quand nous parlons par la méthode de Saussure et que nous arrivons à cerner la nappe, c'est-à-dire son diamètre, le diamètre de la nappe, nous faisons l'implantation sur l'axe de la nappe d'eau souterraine. Le centre de gravité de la tête de forage, c'est-à-dire du trépan, doit être en synergie avec l'axe de la nappe d'eau souterraine. Et cette verticalité doit être respectée du haut jusqu'en bas, jusqu'à la nappe. Si je prends le cas d'un forage tête de trépan de 155 mm et d'un forage dont la profondeur de la nappe est la profondeur, parce que le souci aussi arrive à de façon approximative, la profondeur de la nappe par rapport à la surface de la terre, de façon approximative. Et que nous considérons ce qu'il a dit, c'est-à-dire, par exemple, de façon approximative, une nappe qu'il a identifiée à 70 mètres. Et que le foreur doit agir par rapport à ça, et c'est sur là s'il a fait son implantation. Si jamais, à l'entame ou bien au cours de la foration, l'axe du trépan, le centre de gravité du trépan, dévie de l'axe de la nappe de 0,5 degrés, le trépan va tomber dans le vide.
Donc, le nœud, le plus grand nœud est là. Or, une déviation de 0,5 degré n'est pas perceptible, surtout du centre de gravité du trépan n'est pas perceptible à l'œil. Or, le concepteur de la machine de forage n'a pas mis quelque chose au machiniste qui lui permettra de savoir que le sens de gravité du trépan est en train de dévier de la trajectoire de la nappe, c'est-à-dire de la trajectoire de l'axe de la nappe, de la trajectoire verticale. Maintenant, conscient de ça, nous avons pu étudier la situation et nous avons trouvé une petite solution qui ne résout, qui ne peut pas résoudre aussi, bon, qui probablement ne peut pas résoudre aussi à 100% le problème et de l'échec de la nappe d'eau. C'est la priorité aujourd'hui qu'un souci que nous nous faisons est que nous cherchons dorénavant un croisement de deux nappes. Elle a dit une première nappe qui est en haut et une seconde nappe qui est en bas et qui se croisent. Et c'est le centre de gravité des deux nappes là. C'est à ce centre-là que nous faisons notre implantation. Ce qui voudra dire quoi? Toute déviation de la nappe et du centre de gravité du trépan dans le sens de la diagonale de ce point-là peut susciter aussi l'échec. Pour ça, je ne suis pas le seul souci au Bénin, nous sommes nombreux, mais apparemment, c'est quelque chose que nos ancêtres faisaient et que nous avons ramené à notre niveau un peu intellectuel et que nous avons fait des expériences et qui ont donné ces résultats-là. Donc c'est pour cette raison j'ai voulu qu'on aborde le sujet de la nappe d'eau souterraine et de la réussite du forage.